Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Le déni climatique d'Henry Land et Thomas Porcher. Ce livre établit un constat sans concession. Nous sommes tous climato-sceptiques. Nous sommes conscients que notre activité est responsable du réchauffement climatique et nous en identifions les conséquences comme la fonte de la calotte glaciaire ou les dizaines de millions de réfugiés climatiques chaque année dans le monde. Pourtant, nous continuons à subventionner généreusement les énergies fossiles, à promouvoir des traités de libre-échange sans clause sur le climat et à utiliser des indicateurs de mesure qui comptabilisent uniquement la production marchande. Ce livre dévoile cette hypocrisie et montre que nous avons les moyens de relever le défi climatique. Une autre voie existe, c'est en réalité juste une question de choix. Henry Land est maître de conférences à Sciences Po Paris et cofondateur de l'association Climat dont il a été le président. Thomas Porcher est docteur en économie, professeur associé à PSB, Paris School of Business, et chargé de cours à l'Université Paris-Dauphine. Il est l'auteur de Le mirage du gaz de schiste, Max Milo 2013. Des notes dont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Introduction. À quelques semaines de la 21e conférence sur le climat COP21, qui aura lieu à Paris, nous faisons dans ce livre un constat sans concession. Nous sommes tous climato-sceptiques. Certes, nous sommes différents de Claude Allègre et des climato-sceptiques traditionnels, car nous reconnaissons les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Nous sommes bien conscients que la source du problème provient de l'activité humaine, et nous en identifions également clairement les conséquences comme les phénomènes météorologiques extrêmes à répétition, la fonte de la calotte glaciaire ou les dizaines de millions de réfugiés climatiques chaque année à travers le monde. Pourtant, en connaissance de cause, nous refusons de changer nos modes de production et de consommation. Peu importe le nombre de conférences et de rapports alarmants, peu importe qu'ils proviennent du GIEC, de l'ONU ou de la Banque mondiale, nous refusons de considérer cette réalité. Ce déni climatique est une nouvelle forme de climato-scepticisme, celle qui consiste à reconnaître le réchauffement climatique dans les faits, sans pour autant agir en conséquence. Ce constat est visible à différents niveaux. Il l'est dans l'incapacité de nos gouvernants à s'entendre, alors que tous les voyants sont au rouge. Il l'est dans les énergies que nous consommons, qui restent à plus de 80% des énergies polluantes. Il l'est dans nos indicateurs de mesure qui comptabilisent uniquement la production marchande, sans tenir compte des pollutions et des destructions de ressources naturelles. Il l'est également dans ces centaines de traités de libre-échange, actifs ou en cours de signature, qui font la promotion des échanges de biens à travers le monde sans la moindre clause sur le climat. Combien de temps pouvons-nous encore nous enfermer dans cette posture hypocrite, qui consiste à soustraire constamment la contrainte climatique de nos décisions, pour ne pas avoir à remettre en cause notre modèle économique? Peut-on, par exemple, d'un côté débattre de l'exploitation du gaz de schiste, puis de l'autre promouvoir la lutte contre le réchauffement climatique? Peut-on encore se réjouir d'avoir des réserves de pétrole pour plus de 100 ans, alors qu'en extraire plus d'un tiers serait dramatique pour le climat? Peut-on faire la promotion des échanges dans le monde via des traités de libre-échange, alors même que les émissions de CO2 doivent baisser dans les 5 années à venir pour tenir l'objectif de 2 degrés Celsius? Ou bien peut-on encore parler de croissance économique, quand celle-ci entraîne la perte d'une grande surface forestière? Au regard du défi climatique qui nous attend, la réponse à ces questions devrait être négative, elle est malheureusement encore positive aujourd'hui. C'est ce déni que nous dénonçons. Le but de ce texte est de dévoiler cette hypocrisie climatique, afin que chacun d'entre nous, avec ses moyens, puisse faire pression sur les dirigeants politiques pour que les choses changent. De nombreuses associations, des milliers de citoyens et même certaines entreprises se sont déjà engagés dans ce combat, et nous espérons que ce livre leur apportera des arguments supplémentaires. Car comme nous le montrons dans le dernier chapitre, le réchauffement climatique n'est pas une fatalité et nous avons les moyens de relever ce défi. Une autre voie existe, c'est en réalité juste une question de choix. Le dérèglement climatique, entre consensus scientifique et manque d'action politique.
Le consensus scientifique sur le changement climatique ne fait plus de doute. L'urgence climatique est aujourd'hui indéniable. Le réchauffement global de l'atmosphère, de 0,89 degrés Celsius entre 1901 et 2012, a déjà des effets néfastes sur les populations et les activités économiques de toute la planète, et il risque de s'aggraver considérablement dans les prochaines années si nous ne faisons rien. Comme l'indique le dernier rapport du GIEC, il y a plus de 95% de certitude que le changement climatique soit anthropique, c'est-à-dire dû aux activités humaines. Il nous apprend également que l'atmosphère de la planète se réchauffera d'au moins 4 degrés Celsius en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, si nous n'agissons pas immédiatement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le changement climatique apparaît pour certains comme un problème lointain, autant d'un point de vue géographique que temporel. Rien n'est pourtant plus faux. Les principales conséquences physiques du changement climatique sont déjà perceptibles, comme la hausse de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes, tempêtes, inondations, canicules, l'élévation du niveau de la mer, déjà de 0,19 mètres depuis 1900, et la fonte à une vitesse remarquable de la calotte glaciaire. Il ne faut pas non plus croire que les pays industrialisés comme le nôtre sont, ou seront, épargnés par les conséquences du changement climatique. L'année 2014 a été la plus chaude de l'histoire, autant en France que pour l'ensemble de la planète. La France a connu une année exceptionnelle en termes de catastrophes naturelles. Les inondations dans l'Hérault fin septembre 2014, lorsque l'équivalent de 6 mois de pluie est tombé en quelques heures, en sont un exemple parmi d'autres. Les conditions météorologiques actuelles nous démontrent clairement que le changement climatique est bien en marche et qu'il s'accélère. De nombreux acteurs économiques s'en inquiètent déjà. Les agriculteurs français, notamment les viticulteurs, ont pris la mesure des conséquences potentielles sur leur activité. La région Aquitaine a même commandé un rapport sur les conséquences du changement climatique sur la filière viticole d'ici à 2050. Au-delà de nos frontières, les conséquences du changement climatique ont déjà des effets désastreux sur les pays en développement. Ils sont en première ligne des conséquences du réchauffement à cause de leur plus faible capacité à s'adapter, mais également de leur situation géographique. Dans des États insulaires comme les Tuvalu, les Maldives ou les Philippines, les populations gèrent déjà la diminution de leur zone côtière avec l'augmentation du niveau de la mer. Les catastrophes naturelles sont particulièrement dévastatrices dans ces pays, à l'image de ce qu'ont subi les Philippines avec le super typhon Haiyan de 2013 causant la mort de plus de 6000 personnes. Sur les 7 dernières années, 26 millions de personnes en moyenne ont dû migrer chaque année à cause des catastrophes naturelles, soit plus que le nombre des réfugiés de guerre. En 2014, ce chiffre a dépassé les 40 millions de personnes. Ces effets du changement climatique, ces coûts sur les plans humains et économiques, continueront à augmenter si l'emballement climatique n'est pas évité. Dans un rapport publié en 2012, la Banque mondiale a estimé qu'un monde avec plus de 4 degrés Celsius conduirait à une hausse significative de la pauvreté, une réduction de l'accès à l'eau et une aggravation de l'insécurité alimentaire. Les régions les plus touchées seront également les plus pauvres, comme l'Afrique subsaharienne ou l'Asie du Sud-Est. Dans un rapport publié en décembre 2014, le Programme des Nations Unies sur l'environnement a estimé que les coûts de l'adaptation au changement climatique dans les pays en voie de développement pourraient fluctuer entre 140 et 300 milliards de dollars par an en 2025 à 2030 et 280 à 500 milliards en 2050. Ces coûts pourraient être encore plus élevés si nous dépassons l'objectif de 2 degrés Celsius. Pour répondre aux défis climatiques, il est nécessaire de prendre des mesures fortes. Pour rester sous la barre des 2 degrés Celsius, les scientifiques préconisent une diminution des émissions globales de CO2 de 50% d'ici à 2050 par rapport à l'année 1990, puis l'atteinte du niveau de zéro émission en 2100 au plus tard. En rapportant les émissions de CO2 à un budget, l'humanité aurait le droit d'émettre environ 1000 milliards de tonnes de CO2 entre 1850 et 2100. Or, en 2011, nous avions déjà dépensé 515 milliards de tonnes de carbone, soit 52% du budget.
Notre trajectoire actuelle d'émissions conduirait donc au dépassement de ce budget avant 2035. Ainsi, il est encore possible de rester sous la barre des 2 degrés Celsius, mais il faudra un changement radical, et le plus rapidement possible, de notre modèle économique et de nos modes de vie. La marge de manœuvre diminue avec le temps. D'après les scientifiques, il est nécessaire de culminer nos émissions avant 2020 et ensuite d'accélérer les efforts de réduction. Le problème est que depuis 10 ans, elles croissent en moyenne de 2 à 3% chaque année. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.